Hydrolyse oxydante par le peroxyde d'hydrogène au milieu basique. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons vu l'hydrolyse en milieu acide. Donc, je vais essayer de vous rappeler. Donc, vous voyez ici, en milieu acide, on utilise l'acide acétique, le CH3COOH, dans l'eau. Donc, nous obtenons un alcane, d'accord, c'est-à-dire fixation de deux hydrogènes par une stéréosélectivité qui s'appelle SYN. Maintenant, nous allons voir l'hydrolyse oxydante, c'est-à-dire à l'aide de l'eau oxygénée. Donc l'eau oxygénée ou bien le peroxyde d'hydrogène, c'est la même chose, en milieu basique, c'est-à-dire en présence de NaOH. Cette réaction va me donner la formation, bien sûr, d'un alcool. D'accord? Donc, essayez de faire un lien, bien une méthode mnémonique ou bien un lien psychologique entre OH. Donc lorsqu'on a NaOH, nous aurons la fixation d'un groupement OH sur le carbone le moins substitué. Donc n'oubliez pas que cette réaction est régiosélective. Donc je vous rappelle, régio ça vient de la région, c'est-à-dire le carbone. Sélectif ça vient de la sélection. Donc c'est une réaction qui sélectionne soit ce carbone, soit ce carbone-là. Donc cette réaction, elle choisit, d'accord, le carbone le moins substitué. Donc c'est une régiosélectivité, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo dans laquelle j'ai expliqué la règle de Markovnikov. Donc c'est une addition anti-Markovnikov. Ok, donc addition anti-Markovnikov, c'est-à-dire que le OH va se fixer sur le carbone le moins substitué, tout simplement. Donc RCH2, CH2 et formation de nouvelle liaison carbone OH. D'accord? Donc c'est ça la réaction. Donc l'hydroboration suivie de l'action de peroxyde d'hydrogène au milieu basique conduit à une synaddition d'H2O anti-Markovnikov sur la double liaison. Donc n'oubliez pas que nous avons ici, c'est une synaddition, c'est-à-dire, donc ça c'est de la régiosélectivité OH. Mais lorsqu'on parle de la stéréo, d'accord, stéréo, ça vient de la stéréochimie, c'est-à-dire description de la disposition de la molécule dans l'espace. Donc c'est une réaction stéréosélective qui sélectionne une stéréochimie dans laquelle le H et le OH se trouvent de même côté. Ça s'appelle synaddition. Ok, donc c'est une synaddition, le OH et le H doivent se trouver dans la même côté, donc on obtient l'alcool le moins substitué, contrairement à l'hydrolyse en catalyse, à l'hydrolyse acido-catalysée qui donne l'alcool dans la classe est plus élevé. Donc nous avons déjà vu la réaction d'hydratation des alcools en milieu acide. On utilise le H plus H2O. Cette réaction, elle suit la règle de Markovnikov. Justement, c'est un rappel de la réaction précédente. Donc, en milieu acide, c'est Markovnikov, mais en milieu basique, c'est anti-Markovnikov. Donc, je vais essayer de détailler le mécanisme réactionnel. It's simple, but it's not easy. Mécanisme de la réaction. Donc, dans un premier temps, nous aurons une réaction entre l'eau oxygénée plus HO moins. Donc ici, comme vous voyez, l'oxygène est beaucoup plus électronégatif, delta plus, delta moins. Donc le O- va attaquer le H plus pour former le HOO moins. Donc comme vous voyez ici, l'oxygène est plus électronégatif, donc déplacement des électrons vers l'oxygène. Donc HOO moins plus H2O ou la galette d'ozo. Donc H2O, la molécule d'eau. Donc B R. Donc cette molécule s'appelle le trialkyloborin. Il va réagir avec le OOH-. Donc ici nous avons un site riche en électrons chargés négativement. Et n'oubliez pas que
Le borane, c'est un acide de Lewis. Qu'est-ce que ça veut dire un acide de Lewis? Un acide de Lewis, c'est une espèce chimique qui possède un case vide et donc il est capable de la remplir par un électron et donc de former une liaison. Tout simplement, c'est ça la définition de l'acide de Lewis. Par contre, l'acide de Branchid est un acide capable de libérer un proton H+. Ici, c'est d'accepter des électrons. D'accord? Donc, B. Donc, lorsque le bore accepte un électron, il sera chargé par une charge négative. Voilà, R, et formation d'une nouvelle liaison bore-oxygène. Et l'oxygène déjà lié avec OH. Après, nous aurons une migration, voilà, une migration du groupement alkyle vers l'oxygène pour neutraliser le bore. Donc, BRR, O, donc migration, le groupement alkyle vers l'oxygène justement pour neutraliser le bore. Donc le bore déjà chargé négativement, lorsqu'il perd un électron, il va se neutraliser parce que plus moins est égal 0. Donc plus. Donc, et n'oubliez pas que lorsque l'oxygène va accepter une nouvelle liaison, elle va libérer le OH-. Donc OH plus OH-. Voilà, donc comme ça, nous avons formé nous avons synthétisé le premier OR. Donc pour synthétiser deux autres OR, nous devons ajouter, donc pas simultanément, mais étape 1, étape 2, nous devons ajouter 2HOO-. Répétition, la même chose. Donc lorsqu'on ajoute OO-H sur le BR3, on obtient formation de ER. Lorsqu'on ajoute deux autres, donc on va oxygéner chaque alkyle. Donc déjà, nous avons travaillé, donc, nous avons voilà, OR, voilà, OR. Donc ça c'est le BOR3. Et après, donc bien sûr plus 2HO-, ici plus H-, donc c'est 3HO-. Après, lorsqu'on utilise le H2O, donc ici molécule d'H2O, donc lorsqu'on utilise H2O, on va obtenir directement le BO. BOH OH plus 3R OH. D'accord, donc je vais essayer de bien détailler cette étape pour bien comprendre. Donc la dernière étape, elle présente un peu de difficulté, elle nécessite un peu de concentration, donc s'il vous plaît, concentrez avec moi. Donc je vais essayer de la bien détailler. Donc H2O. Donc nous savons déjà que l'oxygène possède deux doublets libres, donc qui vont attaquer le proton de chaque molécule d'H2O. La même chose et la même chose. Voilà.
Donc après cette attaque, nous allons former le B O. Donc nous allons former 3 liaisons oxygène hydrogène avec apparition d'une charge positive sur chaque oxygène. Toujours le R il est fixé sur chaque oxygène. Comme ça, donc vous voyez ici l'oxygène est pauvre en électrons, il est chargé positivement, donc il va essayer de neutraliser sa charge par une rupture hétérolytique vers l'oxygène. Rupture hétérolytique vers l'oxygène. Rupture hétérolytique vers l'oxygène. Voilà, donc B, nous aurons un B qui a perdu combien? Donc 3 liaisons, c'est-à-dire B3 plus 3 HO- déjà dans la réaction précédente, plus 3 ROH. Qui est la réaction d'addition de carbone, ou bien ce qu'on appelle la cyclopropanation, c'est-à-dire la formation d'un cyclopropane, tout simplement. Donc ici nous avons ce qu'on appelle un carbène. Qu'est-ce que ça veut dire un carbène? C'est un composé bivalent, c'est-à-dire qui forme de liaisons. Je pense que c'est la première fois pour vous, donc je vais essayer d'expliquer la géométrie ou bien comment on peut former ce composé-là à partir de ce qu'on a appris dans l'atomistique ou bien la structure de la matière. Donc, comme vous savez déjà que le carbone il a un numéro atomique qui est égal à 6, donc 1s2, 2s2, 2p2, donc voici ma couche de valence. Donc ici nous avons 2 électrons, voilà, sur l'orbital S, sur l'orbital P, nous avons 2 électrons. Comme vous voyez ici, c'est l'état fondamental, d'accord? Donc l'état fondamental du carbone. Après, le carbone il va passer vers un état excité, puis il va passer vers un état hybridé. Donc tout ça ne nous intéresse pas. Donc le carbone c'est un composé, c'est un carbone qui reste dans son état fondamental. Donc comme vous voyez ici, si je veux représenter le carbone par la structure de Lewis, donc je peux remarquer que l'orbital P possède 2 électrons célibataires et un doublé. Tout simplement, donc c'est un composé bivalent capable de former 2 liaisons. Tout simplement, c'est ça le carbone. Et si vous avez des questions, j'ai vraiment le plaisir d'essayer de te répondre. Donc, comme vous voyez ici, nous avons une liaison pi capable à se déplacer. Donc, cette liaison pi va se déplacer ici pour remplir ce case vide. D'accord? Et puis, le carbone est incapable de former plus de donc, puis le carbone, donc, il va gagner, d'accord? Il va gagner un électron de ce côté. Donc, il va donner un électron de cette côté. Donc tout simplement nous aurons la formation de ce qu'on appelle un cyclopropane. Donc une liaison ici en vert et une liaison ici en rouge. X, Y, voilà. Voilà, donc c'est la formation d'un cyclopropane. C'est une réaction concertée, c'est-à-dire formation et rupture de liaisons, formation de plusieurs liaisons simultanément. Donc les carbones, ce sont des carbones bivalents, sont électriquement neutres, donc ce composé-là, il ne possède aucune charge négative, aucune charge positive, est très réactive. Pourquoi? Grâce à la déficience électronique. Voilà, c'est un composé électrophile, donc il aime les électrons. Voilà, l'addition du carbone sur un alcène est stéréosélective, c'est une synaddition. Donc vous voyez ici, de même côté, ça s'appelle syn. Voilà. Donc on va passer directement à la formation des carbones. Donc, comment je peux former un carbone? Donc formation des carbones. Donc les carbones sont
obtenus principalement par élimination géminée des dérivés halogénés des hydrocarbures. Donc si j'ai par exemple un CHHI, donc ces deux halogènes s'appellent deux halogènes géminaux. Donc ces deux halogènes géminaux. Pourquoi géminaux et quelle est la signification de géminaux? Géminaux, c'est-à-dire portés par le même carbone. Donc, lorsque deux halogènes portés par le même carbone, ça s'appelle des halogénures géminaux. Lorsque les deux halogènes portés par deux carbones différents, donc par exemple XX, donc 1, 2, 3, donc la distance est égale à 3 liaisons, ces deux halogènes s'appellent des halogènes vicinaux, d'accord? Donc justement pour ne pas comprendre l'addition vicinale et géminale, donc ça c'est vicinaux lorsqu'ils sont portés par deux carbones différents et ces deux carbones sont éloignés, deux carbones voisins. Par contre, lorsque les deux halogènes sont portés par le même carbone, ça s'appelle deux halogènes géminaux. Donc on va essayer d'utiliser le zinc. Donc monsieur le zinc est une espèce bivalent capable d'entrer entre le carbone et l'iode pour inverser la polarité. Donc CI ZN I H H. Et puis donc nous allons jouer sur l'électronégativité. Donc le carbone est beaucoup plus électronégatif, delta plus et ici delta moins. Donc ce composé là, donc cette liaison de l'iode va se déplacer vers voilà. Donc, comment je peux expliquer ça? Voilà, rupture. Voilà, rupture hétérolytique vers le carbone, car le carbone est beaucoup plus électronégatif. Et puis, l'iode, rupture, une autre rupture, donc deux ruptures hétérolytiques vers le carbone. Et puis, rupture hétérolytique de cette liaison, car l'iode est beaucoup plus électronégatif. Et puis, il va se déplacer vers la charge positive pour la neutraliser, pour me donner un composé comme ça, CH. H, celui-là est un intermédiaire réactionnel, c'est-à-dire qu'il a un âge très courte, très courte. Donc voilà, plus Zn I2. Voilà, case vide et un doublet libre. Donc c'est une entité chimique neutre. Voilà, donc je vais essayer de partager avec vous une deuxième méthode de synthèse des carbones. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répète, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Donc une autre méthode de synthèse par le tertiobutyl CH3, tertiobutyl. Donc ça, on peut abrévier ça en TBU ou K. Au moins K plus, donc O. Donc voilà, OK plus, au moins. Tertiobutyl est une base très forte. Pourquoi est une base pourquoi il est très forte? Parce que les groupements alkyles exercent des effets d'honneur qui enrichissent ce carbone-là et qui va enrichir l'oxygène. Donc l'oxygène sera très riche en électrons et donc sera très capable d'arracher un proton. Ok, donc Cl. Donc ici nous avons 3 chlores qui ont appauvri ce carbone là, donc ce carbone il est appauvri en électrons, il va attirer vers lui également les électrons de l'hydrogène et puis delta plus sur l'hydrogène. Donc vous pouvez me dire que la liaison CH, que c'est une liaison covalente, mais il existe des cas particuliers parce que ce carbone là est beaucoup plus pauvre en électrons, donc il va essayer d'arracher les électrons de H pour compenser sa charge. Donc le moins va attaquer ce proton là et donc nous aurons la formation CH3
O OH plus, voilà, donc plus, donc je vais essayer de terminer ici, et je suis vraiment désolé pour cet encombrement stérique. CL. Voilà, donc ce composé-là, il est moins stable. Donc ici nous avons une rupture de la liaison CCl vers le chlore pour former un intermédiaire réactionnel carbénique. Donc Cl plus, Cl moins plus, donc Cl moins K plus tertiobutyle qui va former une liaison avec OH, donc c'est celui-là, le tertiobutyle OH, et c'est ça mon carbène. Nous avons déjà vu la réaction entre le zinc et le CH2I2. Voilà, nous avons déjà vu bien sûr cette réaction qui sert à former un carbène. Donc la résultat final sera carbène. Le carbène, c'est celui-là. C'est un composé bivalent, d'accord? Donc, le carbène va réagir avec l'alcène pour former le cyclopropane. C'est ce qu'on appelle la cyclopropanation, tout simplement. Je vais essayer de répéter, voilà, tout ce qu'on a déjà vu. Donc, le Zn, celui-là, ou bien je peux utiliser le zinc ou bien le cuivre, c'est la même chose. Donc le zinc va réagir avec le CH2I2 et puis le zinc va entrer entre le carbone et l'iode, d'accord? L'iode est un halogène, et puis donc CH ZnI. Donc, voilà, comme vous voyez. Et puis, nous avons ici delta plus, ici delta moins, donc rupture hétérolytique ici et rupture hétérolytique vers le carbone. Et puis, celui-là va se déplacer ici pour me donner le ZnI2 plus CH. N'oubliez pas que le carbone a gagné un électron, donc ce qui explique la formation d'un doublet et d'un gaz vide, c'est ce qu'on appelle le carbène. Ok. Après, le carbène va réagir avec la double liaison de l'alcène, donc la réaction de Simon-Smith. Donc ici, voilà. Voilà, donc je vais essayer généralement. Donc la liaison pi est un site très riche en électrons, elle va se déplacer ici, et puis le carbone, elle va se déplacer ici. Donc le résultat final sera comme suit, formation de deux nouvelles liaisons, carbone. Voilà. Donc la première étape, c'est que cette liaison va se déplacer ici. La question toujours qui s'y pose est pourquoi? Parce que cette liaison est instable grâce au gène stérique entre les deux liaisons pi. Donc cette liaison va se déplacer ici, et puis ce carbone-là, il est incapable de former plus de 4 liaisons. N'oubliez pas que vous avez un hydrogène ici, vous avez un hydrogène. Voilà. Donc, ce carbone-là, il est incapable de former plus de 4 liaisons, ce qui explique le déplacement de cette liaison vers le centre 1. Donc, comme vous voyez ici, c'est une addition 1,4. Donc, ça s'appelle addition 1,4, c'est-à-dire que le premier carbone qui va intervenir, donc c'est le 1, donc la nouvelle liaison formée, donc 1, 4. C'est la même chose. Nous pouvons commencer par la liaison rouge, ça sera la même chose puisque l'alcène est symétrique. Donc le résultat sera comme suit, tout simplement.
Formation d'une nouvelle liaison ici. Et d'une nouvelle liaison ici. Comme ça. Voilà. Et n'oubliez pas que ce carbone-là est incapable de former plus de 4 liaisons. Donc cette liaison va se déplacer ici. Ce qui explique la formation de cyclohexène. Ok, donc voilà, un cyclohexène. Voilà, la réaction est concertée, c'est-à-dire que nous aurons la formation de plusieurs liaisons simultanément. Chose plus importante, c'est que la réaction ne peut jamais se produire avec le S-trans, car le S-trans est beaucoup plus stable. Voilà, et dans un composé cyclique, l'usine doit être en conformation S6. La réaction est d'autant plus rapide que le diène est riche en électrons et que le diénophile est pauvre. Donc plus ce diène est riche en électrons, plus la réaction est très rapide. Plus le diénophile est pauvre en électrons, plus la réaction est très rapide. Donc vous voyez ici pourquoi 4,2. Donc 4,2 parce que tout simplement, comme vous voyez ici, c'est le 4 qui va intervenir, c'est-à-dire c'est l'axe de tournage de la liaison, c'est le 4 ici, et l'axe de tournage de la liaison ici, c'est 2, donc ce qui me donne 4 plus 2 tout simplement. Donc un exemple. Un exemple pour bien fixer les idées, pour valider. Et oui, donc COH. Voilà la première étape, formation d'une nouvelle liaison ici, puis formation d'une nouvelle liaison ici. Cette réaction se produit à 100 degrés, ce qui explique. Donc ici, cette liaison va se déplacer ici, et donc voilà, liaison ici, liaison ici. Voilà, nous avons un COH, donc c'est la synthèse d'un benzalide ou bien d'un cyclohalide. Et ici, nous avons une double liaison, réaction d'addition de HBr. Donc vous voyez ici, nous avons un acide bromhydrique. Voilà, donc un acide bromhydrique et un alcène, d'accord. Donc sachant bien que dans cet alcène, nous avons deux centres, voilà, réactifs. Le premier est un carbone, voilà, 1, 2, donc c'est un carbone secondaire lié avec deux alkyles. Par contre, celui-là est un carbone 1, 2, 3, c'est un carbone tertiaire. Donc, bien sûr, est-ce que Markovnikov ou bien anti-Markovnikov? Donc, Markovnikov dans les réactions ioniques. Mais par contre, dans la réaction radicalaire, dans les réactions radicalaires dans lesquelles nous aurons la formation des radicaux libres, toujours, nous aurons une addition d'accord, anti-Markov. N'oubliez pas ça. Donc comment je peux savoir que c'est anti-Markovnikov? C'est la présence de l'énergie thermique ou bien la chaleur. Ça c'est la première chose. Le deuxième chose, c'est la présence d'un initiateur des radicaux. Bien évidemment, c'est le peroxyde de benzoïle ou l'azisobutyronitryle. Donc un initiateur de radicaux ou bien la chaleur ou bien également la présence de H nu. Qu'est-ce que ça veut dire H nu? C'est l'énergie. Donc E est égal à H nu avec H est la constante de Planck et nu est la fréquence, d'accord. Donc ça s'appelle également la lumière, parce que la lumière c'est une énergie, n'oubliez pas ça, hein, d'accord. On peut charger des batteries grâce à la lumière, donc la lumière c'est une énergie, d'accord. Donc voilà. On a ici BRH, on ne peut jamais raisonner sur l'électronégativité. Et pourquoi? C'est parce que la réaction est radicalaire, d'accord? Donc, pas une réaction ionique, tout simplement, nous devons fixer le BR sur le carbone le moins substitué. Voilà, HR. Fixation de H sur le carbone le plus substitué et donc le PR sur le moins substitué. C'est ça la réaction d'addition de HBr. Et
Je devais passer mécanisme ou bien au mécanisme de la réaction. Donc, mécanisme. Donc, mécanisme, elle décrit les étapes de la réaction, bien sûr. Le mécanisme, ça s'appelle le mécanisme des réactions radicalaires. Toujours, elle s'appelle un mécanisme en chaîne. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire en chaîne? C'est-à-dire en 3 étapes. La première étape s'appelle l'étape d'initiation. La deuxième étape s'appelle l'étape de propagation. Et la troisième étape s'appelle l'étape de terminaison. Donc, la première étape d'initiation, comme introduction. Initiation. Ok, donc nous avons ici, donc toujours dans l'étape d'initiation, nous aurons l'intervention de monsieur l'initiateur des radicaux. Donc comme vous voyez ici, nous avons une liaison entre 2 oxygènes. C'est une liaison qui est covalente parce que l'oxygène et l'oxygène, elles ont la même électronégativité. Et donc ici, nous avons un triangle. Chaque oxygène va arracher son électron. Donc voilà comme ça. Et donc nous aurons RO point plus O point R. Et après, l'étape suivante, c'est ce RE point qui est produit ici, donc il va intervenir comme réactif à ce niveau-là pour réagir avec le HBr, d'accord? Donc le HBr. Et n'oubliez pas que ici nous avons un oxygène très électronégatif qui va fixer une liaison avec l'élément le moins électronégatif. Pourquoi on ne peut jamais avoir une liaison entre l'oxygène et le brome? C'est parce que tout simplement le brome possède 3 doublets libres qui augmentent l'énergie. Donc le O va arracher, donc le point sur le O va arracher l'hydrogène et donc le résultat sera comme suit. Donc ici, rupture radicalaire ou bien homolytique de cette liaison. Donc concentrez avec moi s'il vous plaît. La liaison était ionique et malgré ça nous aurons une rupture parce que nous allons travailler sur des conditions thermiques très intéressantes. C'est l'énergie, c'est la chaleur. Donc rupture homolytique, donc recombinaison de l'électron, de l'hydrogène et de l'électron de l'oxygène. Et donc ici nous aurons la formation d'une nouvelle liaison oxygène et hydrogène. Très bien. Donc plus BR point. Donc c'est ça l'utilité de cette étape, c'est de synthétiser monsieur le BR point ou bien le radical BR moins qui va intervenir dans l'étape suivante qui s'appelle l'étape de propagation. Passons maintenant à l'étape de propagation. Donc l'étape de propagation, le BR point va intervenir, il va réagir avec le H3C. CH2. Donc comme vous voyez ici, nous avons 2 possibilités. Soit que le BR point se fixe sur le carbone le plus substitué, et donc ça c'est la règle de Markovnikov. Soit le BR point se fixe sur le carbone le moins substitué, et donc ça c'est la règle de anti-Markovnikov. Donc quelle est la bonne réponse à votre avis? Bien sûr, c'est la stabilité des radicaux qui va me donner la réponse. Donc, pour obtenir un radical plus stable, je devais absolument utiliser la règle d'anti-Markovnikov. Pourquoi? Donc, vous pouvez remarquer ça dans la réponse. Et si CH2, donc formation d'une nouvelle liaison entre CH2 et le brome, et formation d'un point sur ce carbone-là, d'accord? Donc, comme vous voyez ici, c'est un radical 1,2 secondaire. C'est un radical secondaire beaucoup plus stable que le primaire, que le radical primaire. Pour cette raison, nous devons absolument fixer le BR sur le moins substitué pour former un radical beaucoup plus substitué, beaucoup plus stable. Et ben, l'étape qui nous reste. Et puis, donc, pardon, voilà, donc ce composé-là va réagir avec quoi? Avec le HBr, d'accord? Donc, CH2
nous avons déjà formé une liaison entre le carbone et le brome, plus HPR, rupture homolytique de cette liaison parce que les conditions thermiques sont très importantes, donc formation d'une nouvelle liaison entre le carbone et l'hydrogène, tout simplement. Voilà, H3C, c'est formation d'une nouvelle liaison carbone, hydrogène, carbone, hydrogène, CH2. Et c'est ça la réaction d'addition radicalaire. Il me reste que l'étape de terminaison. C'est une étape n'est pas intéressante que sauf dans le module de la cinétique chimique. Cette étape est très intéressante car il décrit la vitesse de la réaction. Mais par contre en chimie organique, l'étape de terminaison, il s'agit seulement de la recombinaison des radicaux qui restent, d'accord, recombinaison de tous les radicaux est une étape de terminaison.